On était revenus de Divette et on avait, en revenant par le petit chemin derrière, croisé ou failli croiser deux soldats allemands, l'un portant un fusil mitrailleur à la main et l'autre les caissettes de munitions à la main. Et quand on les a vus, mon père m'a dit « Arrête-toi, reculons ». Il ne nous avait pas vus, on a reculé. Et il m'a dit, maintenant, tu me parles très fort pour qu'ils nous entendent. Et on a repassé le coin en parlant, etc. Et là, ils nous ont vus. Et ils n'ont rien fait. Ils nous ont regardés. Et il y en a un qui a dit, la guerre, grand malheur. Alors mon père a dit, oui, grand malheur. Et puis ils ont continué en se dirigeant vers la partie côtière de Sainte-Honorine et on ne les a plus revus de la journée. Le soir du 6 juin, quand on a l'abri sommaire qu'avaient fait mon grand-père et mon oncle, Louis, là, donc on avait amené des balles de paille là-dedans, des couvertures, on a été couchés là. Et en allant, ma grand-mère avait une petite valise en simili-cuir où elle avait ramassé tous les papiers de livrets de famille, les titres de propriété et tout, etc. Et tout l'argent, parce que à ce moment-là, l'argent était dans des boîtes à gâteaux. Elle dit à mon grand-père, mets ça dans l'appartement à moteur. On appelait ça l'appartement à moteur, c'était parce qu'il y avait un moteur dedans qu'entraînait la baratte, les crèmeries et tout ça, puisqu'on faisait du lait, du beurre, on faisait tout nous-mêmes à l'époque. Et elle dit, cache ça sous le tas de bois. Elle l'a caché sous le tas de bois. Bon, c'était en sécurité, on était parti à l'abri. Sauf que les Allemands, entre le 6 et le 7 juin, ils ont fait une contre-offensive, ils ont envoyé des obus incendiaires. Malheureusement, il est tombé un ou deux obus incendiaires sur cet appartement à moteur. Donc, je vous dis pas, les quarts de bois, ça a pris feu. Ben, là, tout, le magot, tout s'est envolé. Le magot, les papiers, il n'y a plus rien. On a tout gagné, là. Aux alentours de 5-6 heures, on a eu la surprise de voir deux militaires. Des militaires dont on ne savait pas qui c'était. Tout ce qu'on a vu, c'est qu'ils avaient des casques camouflés, des pistolets mitrailleurs à la main, et qu'il y en avait un qui nous faisait signe de venir les voir. Alors on y a été, on a levé les bras à tout hasard, et à côté du premier militaire, mon père l'a entendu qui parlait au deuxième, et il dit « mais il parle anglais !» Et comme il parlait lui-même anglais, il leur a parlé en anglais. Alors ils ont été tout à fait surpris et contents et ils nous ont dit « Ah, vous habitez ici ?» Alors on a dit « Non, nous habitons un petit peu plus loin, là-bas. » « Ah, ben monsieur, il faut que vous veniez avec nous. Vous êtes dans la zone américaine et vous devez rester avec nous. » Alors nous avons, avec les deux soldats, rejoint la maison du maire où avaient été réunies les personnes qui habitaient dans ce bout de Sainte-Honorine, dont un certain nombre de blessés, heureusement presque tous des blessés légers, sauf un gamin qui était aveuglé. Alors l'Américain nous a installés en disant « Voilà, vous allez attendre ». Et on s'est installé avec mon père dans la salle où il y avait tout ce monde, dont les blessés qui
certains gémissaient. Il y a eu un film qui s'appelait Le jour le plus long, mais je crois pouvoir vous dire que après la journée que nous avions passée, on avait là l'occasion de passer la nuit la plus longue, puisque nous avons dû rester, passez-moi l'expression, le cul sur une chaise, toute la nuit, en attendant que ça se passe. Pendant la nuit, un grand militaire, c'était un ranger, il avait 2 pistolets à crosse de nacre dans son ceinturon et il est venu voir comment se passaient les choses et comme il a vu que j'étais réveillé, il m'a donné un morceau de chocolat. Du chocolat, j'en avais pas vu depuis 4 ans. Hein. Donc, je l'ai remercié en anglais. Et puis, ça a été pratiquement l'événement principal de la nuit. Et au petit jour, il nous a dit, en anglais, « Vous êtes libre, vous pouvez aller ». Et c'est pour ça que j'ai appelé mon épisode « Mon premier jour de liberté ». Le lendemain matin de la matinée, arrivé dans l'herbage, on remonte, on aperçoit à 100 mètres, là, on aperçoit un tank. Et arrivé à 35-40 mètres, il était stoppé. Qu'est-ce qu'on aperçoit? Les voies américaines. C'était le débarquement. Les Américains étaient là. C'était le tank américain qui était arrêté pour la bonne raison, c'est qu'il y en avait un devant lui qui avait une grande lame devant son tank et qui est en train de repousser le mur du jardin, qui était tombé dans la route, il déblayait la route. Et dans la tour, il y avait un dans la tour, je me rappelle, il regardait par-dessus notre tête, il regardait derrière. On se retourne. Qu'est-ce qu'on voit? Mademoiselle Marguerite qui avait toujours sa chèvre au bout d'une laisse de sa main gauche. Elle avait trouvé, puisque les bombes avaient cassé tout, elle avait trouvé une grosse branche d'orme, l'orme avec des feuilles pour les lapins, c'est bon. Elle traînait ça, elle était courbée, elle traînait ça, elle avait pris du retard, elle traînait la branche d'orme pour ses lapins. Je me demande ce que l'Américain, je ne saurais jamais, quand il a vu ça au moment d'une situation si importante, voir cette femme-là avec la chèvre et puis une branche, qu'est-ce qu'il a pu penser, j'en sais rien. Alors, on est rentré dans la maison. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à regarder dans le salon comment on aurait pu sauver ce qu'il y avait à sauver. Quand, par le trou béant, il est rentré 3 ou 4 soldats, mais avec l'arme sur nous, pointée. Allemand, on dit non, il n'y a pas d'Allemand. On ne va pas lui dire français. Enfin, nous, on n'est pas allemand, il n'y a pas d'Allemand. Ils ont vu qu'on était inoffensif, ils sont partis, mais il avait un air agressif. On a été surpris d'ailleurs. Ils sont partis. Et le lendemain matin, de bonne heure, moi, tout le monde était levé, mais moi j'étais encore couché. Et je couchais dans la salle à manger de la ferme. D'un seul coup, j'entends du bruit, je me réveille, je vois un grand escogriffe qui était là, qui regardait partout. On dit, ça y est, c'est un Américain, quoi. Et ils étaient 2, ils fouillaient partout. Ils étaient partout dans les chambres, sous baïonnette au canon, avec les pierres et la tente devant. Hein. Ils rigolaient pas. Et il y en a un, son fusil s'est enrayé avec sa baïonnette, il a enlevé les douilles. Moi, j'ai ramassé tout ça. Parce que par la porte, on a vu un char qui arrivait. La tourelle tournait, le canon face à nous. Qu'est-ce que c'est? Un char, un tank. On n'avait jamais vu d'engin comme ça. Hein. Et il s'arrêtait de temps en temps. La troupe, les chars en milieu, parce que tous les charmans se suivaient les uns derrière les autres. Et ils avaient tous, la plupart, la jupe, mais ça je me souviens pas trop, mais ce qui nous étonnait, c'est qu'ils avaient des hélices derrière. On dit, mais qu'est-ce... Mon oncle, même qui avait fait la guerre, il dit, pourquoi ils ont des hélices derrière, des engins comme ça? C'était vraiment des trucs qui nous dépassaient un peu, je pense. Hein. Et d'un seul coup, quand il faisait une pause, de temps en temps, il fumait une cigarette. Et on est arrivé à la route, alors mon oncle a dit on va prendre un bidon de lait, on va leur donner du lait à boire, parce qu'il faisait beau, il faisait chaud, malgré ce que l'histoire dit.
On leur a donné du lait, alors à tour de rôle, du lait. Le premier buvait du lait, le deuxième, le troisième, et le quatrième qui n'avait pas bu, qu'on buvait du lait, il fallait qu'on boive avant. Alors on n'a jamais bu tant de lait de notre vie, je pense. Et il y en a un qui m'a pris, il m'a monté dans le char. Alors me voilà parti dans le Sherman. Ouais, j'avais pas les yeux assez grands pour voir un gamin. Alors ce que j'ai en souvenir, c'est que les obus autour de la tourelle, tout brillant, tout le cuivre brillant, oh, c'était beau, hein. Et le chauffeur en dessous m'a donné du chocolat au lait, qu'on connaissait pas non plus. Ouais, c'était bon aussi, hein. Jusqu'au soir, après le soir, ben, on a dû se coucher, il n'y a rien eu, il ne passait plus, sauf ce char qui est en photo, là, c'était le soir. Il était sur le côté, et après il s'est garé dans le champ, il y avait la barrière, c'est les barrières normandes en bois, mais il a oublié d'ouvrir la barrière, il a reculé, il a écrasé la barrière sous ses chenilles, et le soir, il y avait un soldat, un gardien, qui était là, et je me souviens de l'entendre dire « On va t'y rêver biotan ». Tu sais, c'est normand ça. Et il parlait comme ça. Et c'était un Canadien. Il a dit « Moi je suis Canadien, vous savez, là, ils ont l'accent un peu comme les Normands. Hein. » Je me souviens de ça aussi. Le matin, les Américains sont arrivés nous dire « Bon, bah ça y est, il faut partir ». Alors, vite fait, la petite valise et puis quelques bricoles. Et puis nous sommes partis. Parce que je pense qu'à l'époque, à ce moment-là, ils pensaient à une certaine résistance à la pointe du Hoc. Donc, ils nous ont emmenés à Vierville, quoi. Et donc, arrivés à Vierville, ils ont fait descendre à cette fameuse carrière, là. C'était assez tôt, hein. Oui, tôt le matin. Moi, j'ai le souvenir de passer devant la ferme de chez nous, de la voir à moitié brûlée. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'est devenu mon frère là-dedans? Et après, chez la gare, où il y avait une Alftrac, je crois, ou un camion de munitions qui avait explosé, parce que c'est là, la veille au soir, que la poste avait brûlé. La gare écroulée. J'ai dit, tiens, ma petite copine déconne, Paulette, Coliboeuf, dit, peut-être elle est morte aussi. Et comme ma mère était morte quelques mois avant, je trouvais dans ma tête que ça commençait à bien faire de tous les gens qui disparaissent ou censés avoir disparu, quoi. Ça m'avait un peu... après coup, quoi. Et après, on a tourné, il y avait un bazar devant la carrière. Alors moi, je regardais la mer, toute cette armada qui était là. Alors vous êtes allé à la carrière, et après? Et après, alors, de la carrière, on nous a dit, bon, c'est terminé, il faut repartir. Oui. Et ils nous ont ramenés, donc, à la ferme. Donc, on a été à la ferme, la journée et le soir, on est reparti le lendemain. Et alors, à la ferme, je ne sais pas combien il y avait de monde, mais je ne sais pas d'où ils sortaient. Hein. Il y avait tout le quartier était arrivé là, dans la cuisine qui était pourtant immense. Ouais. On est tous les uns sur les autres. D'un seul coup, ça s'est mis à tirer, je me souviens, le plat de gragoler partout. Oh là, qu'est-ce que c'est? J'avais mon oncle qui était revenu, Louis, lui qui avait été ramassé, raflé, parce que c'était des gars qui avaient la vingtaine d'années, même plus. Et ils pensaient que c'était des Allemands en civil. Alors ils les avaient amenés au Rusquette, ou je ne sais pas où, prisonniers. Et lui, il avait ramassé un éclat de bombe dans le derrière. Il avait ramené sur le vélo, comme ça. Il a été opéré, ils ont enlevé l'éclat. Et l'anecdote de son éclat, c'est qu'il souffrait toujours, il avait mal, et ils l'ont réopéré, ils se sont aperçus qu'il y avait un morceau du pantalon qui était parti dans le fond avec l'éclat. Le pantalon était resté, enfin le bout de tissu. Pour ça qu'il souffrait, ça s'était infecté, quoi. Donc quand vous êtes sur le retour, la ferme familiale, eh bien elle a changé de destination. C'est plus une ferme, c'est devenu un hôpital. Oui, voilà, oui. Déjà, notre surprise en arrivant, de voir déjà tout ce branle-bas qu'il y avait sur la route, déjà d'une part, et quand on rentre dans la cour, il y avait donc, je crois me souvenir qu'il y avait 3 grandes tentes, avec naturellement des ambulances, tout le branle-bas, et naturellement des soldats, autant allemands qu'américains, hein, parce que tout le monde était à la même enseigne, ils soignaient tout le monde à l'époque. Hein. Et puis ça a dû durer 3 ou 4 jours, je ne me souviens plus de trop. Oui, à peu près, oui. Ils avaient laissé un tas de plasma sanguin après. Oui. Ils sont venus rechercher que plusieurs mois après. Oui.
ouais. C'est dire l'opulence qu'il y avait. J'ai souvenir que j'ai eu mon premier chewing-gum ce jour-là. Et qu'ils avaient lâché les poules et les lapins. Ils avaient ouvert des boîtes de pâté et leur donnaient à manger. C'était des gamins, les soldats américains. Ouais. Il y avait des soldats allemands. Il y en avait 2, je me rappelle. Alors je leur ai dit, Craig Fertig, comme rien goûte, il fumait de cigarette, il avait l'air content. Il était heureux là, dans ce coup là, d'être sauvé. Il ramenait les soldats, je me rappelle, sur les jeeps, sur les capots, les blessés légers. Le lendemain matin, dans la matinée, on a été voir la mer, mais on n'avait encore pas pris connaissance de la situation. Derrière la maison, on a commencé à marcher entre les trous de bombes. Et alors, quand on est arrivé dans les 2 ou 3 herbages précédents de la falaise, on marchait sur la terre labourée. On est arrivé dans les dernières pièces du bord de la mer qu'on voit sur la photo. C'était un petit Verdun. C'était inimaginable. Il a tombé à ce moment-là dans nos herbages, il y avait entre 15 et 20 bombes à l'hectare. Je vais vous dire qu'il y avait un peu de bleu entre deux, mais il ne restait pas beaucoup. Oui, en revenant de Vierville, Oui. on avait, j'avais 2 ou 3 champs là, sur le bord de route. Et dedans, on avait donc une jument avec son petit poulain. Et puis 5 ou 6 veaux, je ne sais pas, et tout. Mais ils étaient tous... ils n'étaient pas morts, ils avaient tous les pattes cassées. Hein, avec les éclats d'obus et tout. Et alors mon père, les Américains, il a demandé à un Américain qu'il le tue. Et il a tué tout le monde, quoi. Ah oui, parce qu'il n'y avait rien à en tirer. Hein. Et après ça, il y a le lendemain ou sur le lendemain, un bulle qui est arrivé, et hop, il a fait un trou, et terminé, on n'en parle plus. J'avais un ami qui travaillait au Beaumarchais, il était chef de rayon au Beaumarchais, il était alsacien. Et comme il venait tout le temps en vacances chez nous, tous les ans, il m'avait apporté un appareil photo. Un appareil photo. C'était un photoplay. Tous les avions que j'avais vus en mer, ils étaient là, ils m'attendaient, ils étaient devant moi. Ils étaient devant moi à 20 mètres des herbages. Qu'est-ce que j'ai fait, comme tout le monde aurait peut-être fait, avec mon appareil? Je m'en vais les prendre en photo. 1 cliché, 2 clichés, 3 clichés, 4 clichés peut-être. Et au moment de me retirer, c'était entre les branches, mais je m'avais caché encore en plus. Entre les branches, je vois un Américain qui remettait son pantalon, il était sur une latrine, il appelait ça des latrines. C'était, il mettait un bout de bois, vous savez, puis bon. Je repars derrière l'église de Saint-Pierre, le presbytère, sur les routes. Je n'ai pas fait 10 mètres, tout d'un coup, il y a une jeep qui s'amène derrière moi, avec deux Américains, MP, Military Police. Ils me font monter dans la jeep. Bon, moi dans la jeep. Arrivé au grand carrefour d'Angesqueville, je monte en haut, il y avait un quartier général, des hauts placés qui ne parlaient pas français du tout. Enfin bref, ils m'ont considéré comme un espion allemand, enfermé. Moi, je savais bien que j'étais pas là pour longtemps. C'était une erreur. J'étais pas un espion. Je savais bien que le jour même, peut-être le soir même, j'aurais été libéré. D'abord, là-bas, j'ai pas difficile. Le lendemain matin, on appelle M. Beck, il y avait un interprète là-bas. On appelle M. Beck. Oui, je descends, il y avait une jeep qui m'attendait dans la cour. Alors, je n'ai pas dit adieu, mais j'ai dit au revoir. Au revoir. Je pensais, vous ne voulez pas me revoir. Je ne disais rien, mais je la laissais penser, voyez-vous, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Alors, je monte dans la jeep avec un sourire. Il n'a pas duré longtemps, mon sourire. Je sors, je descends la côte. Pendant 80 mètres, j'ai eu du plaisir. Arrivé au bas de la côte, il finit tout droit pour rentrer chez moi, il tourne à gauche. Je lui tape sur l'oreille, sur l'épaule, je lui dis, c'est pas par là chez moi, c'est par là. Mais il n'a rien compris, il ne voulait pas comprendre. Et je me suis retrouvé sur la route de la Cambre à Isigny, sur le bord de route à gauche, dans un grand herbage. Quand je rentrais dedans, la barrière était sur le bord de la haie, ça venait d'être fait. Il y avait une trentaine de trous avec des ficelles qui étaient là. J'arrive en haut, il y avait 2 tentes et puis deux petits camions qui étaient là. J'arrive là-bas auprès, on m'arrête.
il y avait une grande fosse commune qui était grande comme la pièce là, profonde, avec des cadavres, un peu de la chaux dessus. Ah ben je dis, c'est pas des trous, c'est un cimetière. Alors, peu de temps après, l'Américain me fait signe, il y a un GMC s'amène à la route, il me fait signe de monter avec lui dans un petit Dodge, le petit Dodge avec 4 roues à l'arrière, petit Dodge. On a été à l'arrière du GMC et on a mis les morts dans le Dodge et on les a déposés auprès de la fosse commune. Et il m'a montré ce qu'il fallait que je fasse, le boulot, parce que j'étais 15 jours enfermé. C'était pour un jour. Pendant 15 jours, c'était mon travail. Il m'a dit, voilà, ouvrir le sac, chercher dans les poches partout, le portefeuille, tout ça, laisser les plaques, pas toucher, mais tout ce qu'il y avait de papier, d'identité, tout ça, on avait une caisse de douille à côté de nous, et on roulait les papiers, on les glissait dans la douille, et on mettait un mastic américain par-dessus, et on les remettait le plus près du corps, plus près du corps. Par moment, c'est ce qu'il en restait. Et on ne peut pas les fouiller, je ne peux pas dire des horreurs, la misère, ce que j'ai pu voir, je n'avais pas le moral, ça durait 15 jours. C'était des centaines et des centaines, je ne vais pas dire des mille, mais des centaines d'Allemands qui m'ont passé dans les mains à les fouiller, et tout ça. Et alors après, heureusement que Madame Pinard, notre voisine, elle est venue là, mon père était avec, trouver les Américains, et c'est elle, grâce à elle, si j'ai été libéré. Après avoir entendu un beau matin des bruits sans arrêt depuis un moment, et on a dit, ben, comme on avait le droit de circuler, on va aller voir. Et on s'est guidé sur le bruit, et plus on se rapprochait, plus il y avait ce bruit incroyable. Et on a vu 5 bulldozers de front avancer dans les champs du bocage, en train de pousser de la terre, des arbres et tout ce qui gênait, et transformer le bocage normand en plaine des Beauces. Et il y avait déjà plusieurs centaines de mètres qui avaient été aplatis. Ils étendaient dessus du quadrillage métallique, et sur ce quadrillage, du carton bitumé qui servait à faire la piste des avions. En 3 jours, ces gens avaient transformé la campagne normande en terrain d'aviation. Le terrain d'aviation, il partait de la route d'Anglescoville qui va à la mer. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une Anglescoville qui va à la mer. Il y a un puits à côté. C'est là que départ le champ d'aviation. Et il finit à l'église de Saint-Pierre-du-Mont, derrière chez nous. Et il fait 2 km, plus de 2 km 6, je crois, de long, de la mer à la route. Et avec une piste d'atterrissage de plus d'1,5 km. Au départ, il y a des partout, en Normandie, des arbres partout, des gros, des petits, tout ça. Et j'entendais par moments un bruit, j'étais déplacé, derrière on entendait ça de la maison. J'ai aperçu, le nom veut dire quelque chose, un bulldozer. Il me semble que le nom, ça fait déjà gros, un bulldozer. C'est un espèce de gros monstre en acier. J'ai encore mes yeux. Et il arrivait sur une haie, avec des arbres comme ça, des gros, des petits, des chênes et tout ça. Il élevait sa pelle, il les poussait comme des allumettes, les uns après les autres, comme ça. Il se reculait. Et il les prenait, il les poussait comme une botte de foin sur le tas. Sur le tas. Comme incroyable. Quand j'ai vu ça, mais je sais pas. Nous, quand on avait un pommier dans une herbage, pour arracher, on avait une hache avec une chaîne et un cheval.
Quand on l'avait arraché dans la matinée, c'était pour mal. Ah, vous vous rendez compte, le choc, c'est un siècle. Ça, j'entends encore encore les racines qui craquent. L'agonie des arbres, c'est inimaginable. Ah oui, ah oui, oui. Ce camp d'aviation qui s'est installé derrière la ferme, alors moi j'étais ébahi devant ça parce que ce matériel, c'est vrai, c'était... Faut dire que ils ont débarqué le 6, les premiers avions ont atterri le 13. Hein, ça a été beaucoup plus vite que Notre-Dame-des-Landes. C'était fou, quoi. Ils ont dressé des terrains, c'était des petits champs. Hein. Ils ont une piste de 40 mètres de large sur 2 km de long. Et les avions ont commencé à atterrir, ils passaient à ras la cheminée. Alors moi j'étais ébahi, je voyais ce matériel. Ce qui m'étonnait, je voyais les pilotes avec le masque, c'était presque des extraterrestres parce que, je l'ai su après, ils étaient obligés d'atterrir verrière ouverte. En cas d'incendie, je suppose que c'était ça, et masque oxygène. Alors ils avaient des lunettes, masque oxygène, on ne voyait pas Ah, je regardais ça, c'était des P-47, je ne sais pas si ça vous dit rien, mais enfin c'était un genre de chasseur énorme qui avait un moteur de 2600 chevaux, je crois, dessus. Alors, et après, on a été voir ces avions, les premiers jours. Oui, il y en avait partout. Le P-38, c'était un avion de chasseur-bombardier qui avait 2 fuselages. Il était très spécial. Alors, dans ceux-là, je montais souvent parce que c'était facile. Il y avait une petite échelle, il était très bas. Et je me souviens, je manipulais, il y avait comme un volant décalé. Ça. Et je m'amusais, il y avait les mitrailleuses, tout ça. Alors, c'était assez bizarre parce que, aussi bien, j'aurais pu tirer avec, mais je pense que c'était verrouillé. Hein. Mais autre chose, en venant moi je voyais les couleurs aussi. Je trouvais que c'était coloré parce que les Allemands c'était vert de gris, quoi. On les appelait les verts de gris d'ailleurs, ou les dorifores. Et j'étais émerveillé par les couleurs des avions et surtout les nosards qu'il y avait dessus. Tu sais, sur les capots, ils avaient des dessins humoristiques. Hitler qui ramassait des bombes ou un peu bande dessinée. Oh, j'étais en admiration. Je vais vous dire comment nous, petits paysans normands, avons tous découvert l'Amérique. Parce que du jour au lendemain, nous sommes passés d'une situation de pénurie générale du fait de l'occupation allemande à une situation de prodigalité tous azimuts, que ce soit les véhicules, que ce soit, comme on l'a constaté, la nourriture, que ce soit les avions et plus tard les bateaux. Il y en avait partout et de plus en plus. Donc cette liaison avec la pénurie et la richesse, on peut le dire, était d'autant plus incroyable. Le déploiement sur la mer, qui était couverte, des journées après, quand on descendait, on entendait la musique, on entendait les ballons anti-aviation, etc., qu'il y avait au-dessus. Et le passage quotidien, pendant des jours et des jours, de troupes, de matériel, etc., plus tout ce qu'on nous envoyait comme nourriture, et ainsi de suite, c'est quelque chose que presque d'irréel. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable, d'immense. Et maman disait, « Ah, eh bien, on comprend maintenant pourquoi ils ont mis si longtemps avant de venir. » Parce que dans les jours avant, maman disait, « Quand est-ce qu'ils vont venir? Quand est-ce qu'ils vont venir ?» Et là, elle a dit, « Eh bien, on a compris maintenant pourquoi il aura fallu du temps pour préparer tout ça. » Comme nous avions été chassés par les Allemands de nos maisons de bord de mer, elles avaient été démolies par les Allemands
puis encore un peu plus démolies par les Américains qui ne savaient pas qu'elles étaient inoccupées. Merci, Monsieur Rommel. S'il nous avait laissés là où nous étions, nous serions probablement tous morts. Donc nous sommes des survivants. Et en allant visiter ces ruines, nous sommes tombés sur une activité incroyable avec des engins, là aussi, qui transformaient les ruines en dépôts plats. Des gens qui construisaient des réservoirs, gros comme une montagne. D'autres qui soudaient des tuyaux pour raccorder tous ces réservoirs entre eux, etc. Et dans un petit garage qui n'avait pas été trop démoli par la guerre, les Américains avaient déjà eu le temps d'installer un bloc électrogène gros comme un camion qui tournait sans faire beaucoup plus de bruit qu'une motocyclette. Et le comble du comble, il y avait un soldat américain qui avait branché son rasoir électrique. On n'avait jamais vu un rasoir électrique du monde, hein? Et il se rasait tranquillement, comme s'il était chez lui. Et là encore, donc, nous avons vu en quelques jours naître un dépôt pétrolier qui ensuite a servi à approvisionner l'armée américaine au fur et à mesure de ses déplacements, et nous avons mieux compris pourquoi derrière chez nous on avait vu le surlendemain du débarquement des équipes qui passaient, des camions qui passaient et qui jetaient un tuyau d'une 5 ou 6 mètres de long, avançaient, jetaient le tuyau. Derrière, il y avait un autre camion où ils avaient des colliers de serrage avec des joints en caoutchouc, et à chaque bout de tuyau, ils mettaient un joint. Et derrière, des gens équipés avec des gants. Ils avaient des gants. Jusque-là, on n'avait jamais vu des gens travailler avec des gants. Et tout ça, pendant qu'il y en avait un qui mettait le tuyau, l'autre mettait le collier, et derrière, avec une clé, et on a vu ce pipeline se développer depuis le port pétrolier et ensuite jusque vers les plages d'Omaha Beach, et y compris un petit bled qui s'appelle Formigny. Que ces gens-là avaient tout préparé de A à Z. Et à une époque, ne l'oublions pas, où les ordinateurs n'existaient pas. On en faisait encore des documents manuels. Et chacun avait reçu un descriptif de sa mission. Ce qui fait que ceux qui devaient installer le port pétrolier installaient le port. Ceux qui devaient construire les aérodromes conduisaient les aérodromes. Ensuite, il y en avait qui transformaient la campagne normande en campement de l'armée américaine. Il y avait des tentes à peu près partout, des tentes à 8 places, avec des lits pliants, et le tout à l'avenant, c'est-à-dire que tout était prévu jusqu'au dernier petit boulon. Alors, ça nous a tellement époustouflés qu'on s'est demandé comment ça pouvait se faire. Et on a su par la suite, l'explication, c'est que pour un combattant qui fait la guerre,
il y en a 10 derrière qui sont chargés de lui. Sa nourriture, ses munitions, ses vêtements, etc., etc. Et nous avons été, enfin, là je parle plutôt pour moi, j'ai été marqué toute ma vie par ce côté remarquablement organisé de l'Amérique. Ça devait être fin 44. L'école avait repris et un jour la maîtresse nous dit, Mademoiselle Huet, elle a dit, on va tous descendre sur le front de mer, sur la plage, parce qu'il y a le président Roosevelt qui vient. Bon, alors on est tous descendus, il n'y avait que l'école. Et d'un seul coup, on voit 2 motards qui arrivent et une voiture décapotable. Que ça. Il est arrêté, il nous a, je crois, serré la main à tous, ou dit bonjour, je sais pas, et il est resté un bon moment. Hein. Et c'était lui qui venait voir les plages de débarquement, mais incognito, quoi. Il n'y avait pas il n'y avait qu'une voiture. Ça, je me souviens bien. Donc ça devait être fin 44. Je crois qu'il est mort en début 45. Il a dû vouloir venir. Il est resté assis dans sa voiture. D'abord, il était, enfin, on ne savait pas à l'époque, mais il était très, très malade. Alors donc, on a serré la main à Roosevelt. La vie a commencé à reprendre son cours tout doucement. Et puis, quelques jours après, il y a un garçon qui s'appelait Chambon-Bray, qui habitait Crampville, là. Et il nous a dit qu'il avait escaladé la falaise des Américains. Alors moi, naturellement, j'ai de la curiosité, j'ai retourné aussitôt voir le bord de la mer. Et c'est là que, au moment donné, vers le... sur le truc, j'ai trouvé dans un fil de fer barbelé un grappin qui était resté là. Il y en avait certainement d'autres. Alors j'ai rapporté ce grappin-là. Au moment où j'avais le grappin, je ne pensais pas que c'était un grappin, un objet qui a servi au plus inattendu des événements du 6 juin. Qui aurait pu penser que les Américains débarquaient à la Montdioc? Il y a 38 mètres 80 de falaise, pour dire 40 mètres. À pote, à pic, les Américains dans le pied, les Allemands ils attendent en haut. C'est pas possible, c'était idiot. Personne n'aurait pu penser ça, surtout pour nous. On est habités. Et pourtant, les Rangers l'ont fait. Eux, ils l'ont monté avec ces fameux grappins et des échelles. Ils ont fait un exploit extraordinaire, un sacrifice pareil, des bombardements, un pareil sacrifice, je ne vais pas dire pour rien. Enfin, c'était quand même pour neutraliser des batteries qui n'ont jamais été à la pointe du Hoc. Ces batteries-là, ils étaient dans le sentier, dans le chemin de la Guelle, à 400 mètres de la pointe du Hoc. Ils n'ont jamais été à la pointe du Hoc. Vous vous rendez compte, les erreurs de la guerre, ce que ça peut devenir, hein? Ah oui, ça c'est dommage. Pour rien faire un pareil. Oui. À notre première sortie à la pointe du Hoc, on avait récupéré une échelle. Une échelle avec qui les Rangers avaient grimpé. On a récupéré l'échelle et donc cette échelle, on l'a replantée derrière chez nous, là-bas à Anglesqueville. Et on descendait à l'échelle le long de la falaise. On jouait les Rangers, quoi, en fin de compte. Hein. Et comme il arrivait donc après cette fameuse tempête, il arrivait de tout, c'est-à-dire des jerrycans, de casse-croûte, il y avait de tout, quoi. Il y avait de tout, de tout. Alors, hop, on allait chercher tout ça et on remontait ça à la corde après, jusqu'en haut. Mais on n'était pas les seuls, hein. Il y avait du monde, mais on était les seuls à pouvoir descendre avec une échelle. C'était l'avantage que l'on avait, quoi.
On avait l'habitude, après, d'aller voir le trafic du débarquement à la pointe de Grouchy. C'est la pointe de Grouchy, la côte revient face à la plage, face à l'est, et on voyait très bien, à part qu'on ne voyait pas trop la route au bord, mais on voyait tout le trafic qu'il y avait. Je me souviens en particulier, il y avait des tankers qui venaient, je suppose, des trucs énormes qui débarquaient. C'était un capharnaüm organisé hein, de tout ça. Et la première fois qu'on y a été avec Pierre, parce que Pierre était toujours avec moi, plutôt le contraire, moi j'étais toujours collé derrière lui. et on arrive à Grouchy, il y avait des canons. C'était des anciens canons français de 75, je crois, qui étaient enterrés dans des casemates avec des rondins dessus. C'était pas des blocos, mais c'était bien placé. Je crois qu'ils ont fait assez de tort d'ailleurs au débarquement, ce qui paraît, je sais pas. Et sur le premier canon, il y avait une main d'accroché. Je crois qu'elle était à la manivelle, mais je suis pas sûr. Mais elle était sur le canon toujours. Et elle était coupée, le bras était coupé là. Elle était toute noire, plutôt desséchée, quoi, parce que ça faisait déjà quelques jours, ça me souviens plus combien de jours, après le 6. Et alors on regardait ça, on regardait le débarquement. Bon, on est reparti, et 8 jours après, quand on est revenu, parce qu'on allait le dimanche, à peu près 8 jours, je pense, je sais pas, la main était arrivée dans la moitié du champ. Elle était par terre, je pense que c'était peut-être un chien qui l'avait trimballée, c'est bon. Et là, voilà, l'histoire de la main. Le service de déminage était à la ferme chez nous. Ils avaient pris un enclos, les coins des laveries, tout ça, où il y avait un camp où il y avait des prisonniers allemands qui déminaient. Et en déminant devant la ferme Gambier, là, la fameuse ferme soi-disant fortifiée, en déminant dans le champ de mine, ils ont trouvé un squelette qui était là depuis le 6 juin, quoi. Bon, ils l'ont emmené. Là, dans le camp de minage, il y a des prisonniers qui ont fait un cercueil sommaire, ils l'ont mis dedans. Et donc le cercueil était là, en attente, tout le temps qu'ils ont déminé, il était là, sur un petit promontoire, on mettait les bidons de crème, je me souviens, dans la laiterie. Et un jour, il y avait un monsieur, un architecte qui passait pour la reconstruction. Et mon frère était là, mon père lui faisait visiter qu'est-ce qu'il y avait, et mon père était revenu bien sûr. Il dit mais qu'est-ce que c'est cette caisse? Oh ben il dit, c'en est un qui est resté là, il ouvre la caisse, il voit le squelette dedans. Le père bonhomme qui était assez âgé, le père Roverolli qui s'appelait. Il dit, il était un peu décontenancé avant ça. Et ce squelette est resté, et les démineurs quand ils ont fini ils sont partis. Mais ils ont le sel allemand, le squelette. Et à la fin, ils sont venus le chercher quand même. Ouais. Alors, il doit être dans la campe, dans les inconnus, quoi. Il t'est arrivé une sacrée aventure lors du nettoyage d'un fusil allemand, d'un fusil Moser. Ah oui, oh bah ça oui. Oui, bah j'avais récupéré donc un fusil, mais d'abord les Américains cassaient la crosse en principe. Alors moi tout simplement avec des pointes et le marteau, j'ai rajusté la crosse, bien. Et en même temps ils cassaient la culasse, c'est-à-dire l'extracteur de la culasse, ils le cassaient. Alors, quand moi j'ai enfilé la balle dedans, j'ai ressorti, mais je n'avais pas vu que l'extracteur était cassé. Donc la balle est restée dedans. Je ne me suis pas démoralisé, j'ai mis le fusil dans l'étau, et puis j'ai pris un tournevis, je ne sais pas ce que j'ai pris, et naturellement j'ai percuté la morse. Alors ça, mais pour pas ça n'a pas sauté devant, ça a sauté derrière. Alors ben, j'étais tout plein de poudre, tout noir. D'ailleurs j'ai encore les doigts à moitié déchiquetés. J'avais également des éclats que j'ai encore dans la gorge, là. Des tout petits trucs, quoi, qui sont là depuis 75 ans, ils sont là, quoi. Il faut dire qu'après, quand on est revenu, nous, à la ferme, avec mon père, qui était libéré d'être prisonnier, en 1946 à peu près, il y avait des armes partout.
Alors moi qui ai toujours été féru de mécanique, d'armes, de tout, qui suis un manuel, je récupérais tout ce que je pouvais, puis j'avais déjà, j'avais 12-13 ans, quoi, 12, non, oui, 12 ans. Donc on était à la ferme. Alors j'avais des armes avec mon copain Louis Calmet, qui s'appelait un gars de l'assistance, qui était du même âge. On jouait avec les armes, alors on avait USM-1 Garand, fusil américain, une carabine Sten, mais elle ne marchait pas. On avait un Moser qui marchait, j'avais même une MG42 qui était hors d'état de service, mais on la trimballait parce qu'on jouait, hein, les casques et tout, on jouait à la guerre, à la petite guerre, avec des vraies armes. Et on allait, avec les armes qui marchaient, on allait à la maison Gambier où il y avait une fresque peinte qu'avait peint un soldat allemand, quoi. Une fresque d'un groupe d'Allemands en train de jouer aux cartes, je crois. Et on tirait là-dessus, ça faisait bien. Et on tirait sur la mer. On allait chercher des balles traçantes sur les bateaux qui étaient échoués, et on prenait que les traçantes. On mettait ça dans le fusil américain, le Garand, puis on tirait sur la mer, ça faisait bien. Et les pêcheurs à pied qui se baladaient sous la mer, ça leur sifflait aux oreilles. Ils ont porté plainte à la gendarmerie. Les gendarmes sont venus à l'école. Qui a tiré sur les pêcheurs au-dessus, qui tire comme ça, on s'est dénoncé, c'est nous, moi et mon copain Louis Calmet. Et ils nous ont sermonné, mais ils nous ont pas dit de remettre les armes, puisque c'était courant, il y avait des armes partout. Donc on a gardé les armes. La suite du débarquement pour nous, c'était vraiment triste. Hein. On a commencé par ce qu'on a pu sauver, on l'a sauvé, et au reste, on a couché pendant plusieurs années dans la cave, dans le grenier. On prenait nos repas dans la cuisine du château parce qu'on avait mis une barge dessus puisqu'il tombait de la flotte. On arrivait à manger même dans la cuisine du château. Mais c'était pas le rêve. Hein. Je me suis marié, j'ai passé ma nuit de noces dans la boulangerie, la ferme. Alors par la suite, mon père, les vaches, il y en avait beaucoup d'échappées qu'on n'a jamais retrouvées. Il n'y avait pas de bague. On ne sait pas où ils sont partis, où ils sont arrivés. Les 30 hectares du Haut-Ténor, c'était une herbage de 30 hectares. Il n'y avait presque plus d'ailes, ni de barrage, ni rien. On ne pouvait pas mettre personne. Vous mettez un cheval dans l'herbage, 5 minutes après, il était à Grand Camp. Hein. Alors, les terrains, on a attendu plus de 2 ans avant d'avoir un baraquement dans la cour, pour coucher dans le baraquement. Plus de 2 ans, on a attendu le baraquement. Et après, les Américains sont venus avec un caterpillar. Ils sont venus il y avait plus de 200 mois. Ils sont venus niveler le terrain. Et je vois encore arriver, nous c'était des chevaux à cette époque-là, je vois encore arriver un Junder, tout vert. Oh, il était beau. Il avait un liseré doré dans le milieu, puis il avait 2 roues jumelées. Ils sont venus labourer le terrain. Oh, ça, on était tout émerveillés, parce que je veux dire, on sautait avec les Américains, c'était tellement différent. Je vois encore ce petit tracteur arriver là, ce gros tracteur, pour tout un gros tracteur vert. Alors, il a puis petit à petit, il avait repris son cours, tout doucement. Mais l'après 6 juin, ça a été bien triste pour nous. Oui. Ben oui, parce que souvent j'y pense, parce que c'était des petits copains d'école, comme j'étais chez mon oncle quand l'école a recommencé en fin 44. On allait à pied matin, midi et soir faire plus de 2 km pour aller à l'école. On jouait ensemble, tout ça sur la route. On allait avec les Américains qui nous donnaient à manger, parce qu'il y en avait plus ou moins dans les camps. Mais ces 2 petits copains, le premier, le petit Pitrel, qui est quand les Américains sont arrivés, ils avaient l'habitude aussi de laisser traîner plein de trucs. Hein. Et peut-être, il y en a un qui je ne sais pas, moi j'étais pas là, mais il a dû laisser ses grenades et les poser quelque part. Et le petit a pris une grenade, il l'a découpillée. Ça
ça lui a parti dans les mains et ça lui a arraché une main. Et il avait des éclats un peu partout aussi, parce qu'une grenade, c'est pas rien. Hein. Il avait des éclats dans la tête. Et après, il venait à l'école avec moi, sans main. Il avait qu'une main. Et je me souviens, il était un peu plus jeune que moi, je crois. Et ils l'ont ramené. Après, il souffrait de la tête, parce qu'il avait des éclats dans la tête. Ils l'ont ramené. Je crois qu'ils l'ont ramené en Angleterre. Et il est mort là-bas. Et donc, vous voyez. Et l'autre, le petit Robillard, c'était autre chose. Il allait tendre des collets avec son grand-père. Le long du. Les Allemands, ils avaient un sentier, le bord de la falaise, avec des barbelés de chaque côté, juste le passage d'un homme. Et il y avait des mines partout. Et il tendait des collets, et puis à la fin, les collets, ça suffisait pas. Il allait dans le champ de mine, et il allait. Puis le grand-père, bonjour, il a sauté sur une mine. Et le gamin qui était resté, d'après ce qu'on sait dans le chemin, il a voulu aller voir son grand-père qui était par terre. Il est mort aussi, il a été tué par une mine aussi, quoi. C'est des vies qui sont arrêtées nettes, le gamin, alors qu'ils y étaient pour rien.